voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce matin sur ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans le cadre du cycle découverte des métiers. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laurence Nalem. Je suis en charge du centre de formation professionnelle du CIDJ et je m'occupe notamment des webinaires découverte des métiers euh, conduits en partenariat avec des écoles ou des ordres, comme ce matin. Donc le webinaire est consacré au métier de l'expertise comptable. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, alors je vais couper tous les micros, voilà. Et alors, petit message aux intervenants. Donc, comme j'ai coupé tous les micros, il faudra juste le réactiver dans votre médaillon, réactiver le son. Mais vous allez faire ça facilement. Hop, voilà, Camille, c'est OK. Donc, je disais que ce matin, on se retrouve sur les métiers de l'expertise comptable en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Je vois parfait. Camille, Dominique, le son est réactivé, super. Euh, je vais pas tarder à à passer la main plutôt aux intervenants et à vous les présenter. Avant tout, je voulais juste vous rappeler les règles de fonctionnement de ce webinaire. On est sur un webinaire qui va nous mener jusqu'à 11 heures ce matin, donc d'une durée d'environ 1h30, qui est découpé en deux parties. La première partie sera consacrée à l'intervention donc de nos deux intervenantes sur une durée d'environ 45 minutes. Et la deuxième partie sera consacrée aux questions-réponses. Et donc, on vous remercie de poser vos questions sur le fil d'échange, le fil de discussion. Et moi, je serai en veille sur toutes vos questions de façon à les relayer aux intervenantes dans la deuxième partie. Ça, c'est sûr. Alors, le webinaire, il faut couper vos micros, s'il vous plaît. Je vais le faire. Merci. Donc, petite précision, ce webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez disposer de la vidéo replay et ainsi que de la présentation des intervenants. Voilà, à l'issue de l'événement. Voilà. Alors, donc je vous présente nos deux intervenantes de ce matin. Il s'agit de Dominique Néchélis, qui est directrice de la formation au Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour à toutes et tous. Et Camille Guilloux, qui est responsable image et communication également au Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Voilà. Bonjour Laurence et Euh, bonjour à tous. Bonjour Camille. Bonjour. Voilà. Ben, écoutez, Dominique, Camille, je vais vous laisser du coup la main sans tarder. Peut-être couper les derniers micros et vidéos le cas échéant. Euh, voilà, je vous laisse la main, je vous laisse démarrer et je vous dis à tout à l'heure dans la deuxième partie pour les questions-réponses. Oui, merci Laurence. Alors, je suis vraiment très contente aujourd'hui d'avoir l'occasion de vous présenter la filière et les métiers en cabinet d'expertise comptable avec Camille, parce que les métiers en cabinet d'expertise comptable sont souvent trop méconnus. Et c'est ici l'occasion de peut-être expliquer ce que fait un cabinet d'expertise comptable, les talents dont on a besoin en cabinet d'expertise comptable, et de montrer quelle est l'utilité, quel est le sens que l'on peut trouver à travailler en cabinet d'expertise comptable. Alors, cette présentation se fera, je dirais, sur quatre axes. D'abord, on va définir ensemble le secteur d'expertise comptable et qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça sert un expert comptable, à quoi ça sert un cabinet d'expertise comptable. Et puis, bien entendu, ensuite, nous présenterons les atouts. Qu'est-ce que ça a comme atout que d'aller travailler en cabinet d'expertise comptable? Les différents métiers, troisième axe. Et puis, comment rejoindre un cabinet? Ça, c'est la filière et les passerelles, ça, c'est très important.
Et puis, il y a ensuite donc un cinquième axe, je dirais, qui sera l'axe communication et montrer la façon dont l'ordre communique sur ce secteur et où trouver une mine d'informations sur les métiers, sur la filière, sur les passerelles pour aller au-delà de cette présentation. Alors, en premier lieu, sur la définition du secteur de l'expertise comptable, parce que c'est vrai, ce mot, on le connaît, mais on ne sait pas toujours très bien ce que ça recouvre. Alors, on peut commencer par dire que les cabinets d'expertise comptable accompagnent les organisations. Alors, pourquoi j'ai mis les organisations? Parce qu'on peut très bien dire les entreprises, c'est vrai que c'est beaucoup d'entreprises, mais en réalité, on va bien au-delà des entreprises. Et c'est pour ça que je parle des organisations. J'aurais pu mettre les entités, mais en tout cas, c'est toute organisation. Ça peut être donc dans le secteur marchand, donc des entreprises commerciales, mais ça peut être dans le secteur non marchand, donc ça peut être des syndicats, ça peut être des associations, ça peut être aussi des collectivités publiques, donc ça peut être des mairies, ça peut être des universités, ça peut être des hôpitaux, ça peut être toutes les structures publiques. Donc, en parlant d'organisation comme ça, on balaye largement. Et donc, les cabinets d'expertise comptable, ils interviennent auprès de toutes ces organisations et dans tous les domaines. Alors, bien sûr, il y a l'aspect réglementaire, réglementation fiscale et sociale, je dirais que c'est la base. Mais ensuite et au-delà, il y a tout un accompagnement et un accompagnement au pilotage de l'organisation qui va aider à la gestion de l'organisation ou l'aider à trouver des financements parce que dans les méandres des possibilités de financement, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, l'expert comptable, il est là pour aider à trouver, à chercher et à trouver. Mais il est aussi là dans le domaine des ressources humaines, des systèmes d'information, ô combien. On va avoir l'occasion d'en reparler, de la cybersécurité. Et ça, on le sait, une préoccupation de chaque instant pour toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Mais également l'export, l'innovation, le bilan carbone, ça, s'agissant de la durabilité, un grand pan est apparu en termes de mission pour les cabinets. Donc là, j'en ai listé quelques-uns, mais évidemment, c'est non exhaustif et on peut tout imaginer s'agissant d'un accompagnement au pilotage. Voilà. Donc c'est un rôle clé auprès des entreprises, auprès des organisations, en conseillant les dirigeants sur des sujets stratégiques pour leur développement. Donc c'est tous les domaines, donc c'est totalement panoramique et par ailleurs, c'est, je dirais, très évolutif et c'est très varié. Donc forcément, le savoir-faire des cabinets d'expertise comptable, il est multiple, ça on l'entend bien. Et l'expert comptable qui est à la tête de son cabinet doit s'entourer de multiples talents et compétences. Et c'est là que tout se joue et c'est là que nous allons, et c'est ça que nous souhaitons vous présenter, Camille et moi. Alors, pour en donner un peu une topographie, le cabinet d'expertise comptable, donc, lui aussi est une entreprise, C'est une entreprise comme les autres, avec un ou plusieurs experts comptables associés à sa tête. Et il s'entoure évidemment de compétences et de talents. Il y a toutes sortes de cabinets, mais vous voyez, nous avons mis un certain nombre voilà, de petites statistiques juste pour montrer qu'il y a, mine de rien, plus de 70% de cabinets qui ont moins de 11 salariés. Donc, c'est beaucoup des petits cabinets en termes de nombre de salariés, j'entends. 25% ont entre 11 et 49 salariés, et au-delà de 50 salariés, c'est 2%, et plus de 250 salariés, là, on est sur les grands réseaux internationaux. Donc, c'est d'autres types de cabinets. Donc, il y a énormément de types de cabinets et ça aussi, c'est un atout et j'aurai l'occasion d'y revenir parce qu'on peut choisir ainsi, lorsque l'on souhaite travailler en cabinet, on peut choisir le type de structure dans laquelle on a envie d'aller. On n'est pas obligé d'aller dans une énorme structure. On peut préférer, je dirais, une structure plus modeste en termes de nombre de salariés, plus familiale, entre guillemets, ou alors au contraire, considérer être dans quelque chose où il y a des filiales, il y en a partout dans le monde, et dans ce cas, être dans ce qu'on appelle des réseaux internationaux, ou alors être dans quelque chose d'intermédiaire. Bref, donc il y a forcément un cabinet qui, qui nous ressemble, forcément, parce qu'il y a toutes sortes de cabinets. Je dirais même qu'il y a autant de types de cabinets qu'il y a d'experts comptables, chaque expert comptable ayant son projet de cabinet et créant son cabinet à son image. Et les cabinets d'expertise comptable sont inscrits à l'ordre. Et c'est pourquoi l'ordre des experts comptables rassemble tous les cabinets
promeut les cabinets. C'est pourquoi Camille et moi sommes là aujourd'hui. Mais alors, des experts comptables, on est très nombreux pour travailler dans nombreux domaines au service des cabinets et pour promouvoir et un ordre professionnel comme il y en a plein d'autres pour d'autres professions, pour les médecins, pour les architectes, pour les avocats, pour les notaires et j'en passe. Ce sont donc des institutions, je dirais, qui sont là pour promouvoir le secteur, pour protéger aussi leurs membres, hein, parce que ce sont des professions protégées, avec des titres protégés, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de l'expertise comptable si on n'est pas expert comptable, hein, inscrit à l'ordre, hein, sinon c'est de l'exercice illégal. Et donc, c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les notaires. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, c'est bien sûr être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour par ailleurs, faire avancer les réglementations, les législations. Donc ça a un rôle assez multiple, les ordres en général et l'ordre des experts comptables ici en particulier, s'agissant de notre rôle au sein de l'ordre. Donc, ces cabinets d'expertise comptable sont donc tous inscrits à l'ordre. Alors, des chiffres clés, eh bien voilà, 21 000 experts comptables qui réalisent environ 12 milliards de chiffre d'affaires, qui rassemble 170 000 collaborateurs dans les cabinets. C'est absolument colossal. 170 000 collaborateurs travaillent dans des cabinets d'expertise comptable, auprès donc d'experts comptables. Il y a environ, et déjà depuis quelques années, environ 25 000 recrutements. Il y en a eu 26 000 en 2023, ce qui est énorme, hein, avec création de postes ou le turnover normal de départ en retraite, de gens qui partent, qui changent, etc. Mais aussi création de postes. Tout secteur et toute structure, ça c'est ce que j'indiquais, la clientèle, ces 12 milliards de chiffre d'affaires se font à destination de tous les secteurs, de toutes les structures. Et puis, s'agissant des recrutements, une progression des recrutements de 6,2 par an depuis 2013. Donc, un secteur extrêmement dynamique qui ne connaît pas la crise et qui continue à recruter, et je dirais, des profils variés, et on va y venir. Alors, ce qui est intéressant de noter avant d'arriver véritablement dans le détail des métiers que l'on peut trouver, il me semble très important de préciser, parce qu'on l'a forcément entendu, vous l'avez entendu, le secteur des cabinets d'expertise comptable est en pleine mutation. Il est en pleine mutation pour de multiples raisons, et en voici en tout cas 3 sur lesquelles je veux faire un focus, parce qu'elles sont absolument déterminantes et surtout, elles sont elles sont fulgurantes. Elles ont un côté, il y a une accélération importante, parce que le secteur des cabinets d'expertise comptable a connu des bouleversements ô combien au travers de toutes les décennies précédentes. Mais là, il faut reconnaître que ces bouleversements sont rapides, sont massifs et emportent énormément de conséquences sur la façon de travailler et donc sur les missions que l'on propose. La première, évidemment, c'est l'accélération technologique et les nouveaux outils au service des cabinets, notamment l'intelligence artificielle, mais également toutes ces plateformes d'échange et ces échanges de flux automatisés. Ça révolutionne la façon de travailler en cabinet. Ça révolutionne la façon de travailler en cabinet et ça ouvre également à de nouveaux métiers. Ça ouvre à de nouveaux métiers parce que ça ouvre à de nouvelles missions. Pardon. Ensuite, il y a un second, j'aurai l'occasion d'y revenir naturellement. Il y a ensuite un second facteur très important que nous connaissons tous, qui est la transition écologique, et notamment le rapport de durabilité, qui est un des aspects naturellement de la transition écologique. Peut-être savez-vous qu'il y a une directive européenne qui s'appelle la CSRD, qui vient imposer aux plus grandes entreprises d'émettre un rapport de durabilité, c'est-à-dire une sorte de rapport sur l'impact finalement, hein, de l'activité sur l'environnement et surtout eh bien, d'essayer de décrire eh bien, une sorte de performance extra-financière, je dirais, de l'entreprise. Alors, c'est pour les grosses entreprises, hein. Donc, il y a ce rapport de durabilité à rédiger, à concevoir, hein,
Donc là, déjà, il va y avoir besoin, bien sûr, d'un accompagnement pour ces entreprises. Mais à la limite, ce sont de très grosses entreprises, donc ce n'est pas tout le monde. Mais en réalité, il y a un changement et on le sait dans la société qui fait que ces exigences, je dirais de durabilité ont en effet, fait tache d'encre, évidemment. Et par le jeu, eh bien oui, du de ce nouvel état d'esprit, de ces nouvelles exigences qui s'imposent à nous, eh bien forcément, toutes les entreprises vont être impactées par cela. Même si elles n'ont pas de rapport de durabilité à faire en tant que telles, elles auront en tout cas, et ça c'est absolument certain, un certain nombre de critères à respecter, soit dans le cadre d'appels d'offres, soit pour obtenir des contrats de sous-traitance de ces grandes entreprises qui elles-mêmes ont des rapports de durabilité qui devront donc forcément sélectionner leurs sous-traitants. Bref, et aussi aux yeux du public, évidemment. Donc, en réalité, cette transition écologique, ce rapport de durabilité qui ne concerne dans un premier temps que de très grandes entreprises, c'est en réalité une obligation qui s'intègre dans un mouvement beaucoup plus vaste d'exigence de transition écologique et donc qui concerne en réalité beaucoup de structures, beaucoup d'organisations. Et donc là, l'expert comptable et le cabinet d'expertise comptable tout entier est aux côtés de ces organisations. Donc forcément, il y a quelque chose ici qui va évidemment, là encore, bouleverser les missions des cabinets. Et puis ensuite, mais on l'a bien compris, il y a la data. La data qui est une source, une source à identifier, à mesurer, à sécuriser, à transmettre, à exploiter. Donc, exploitation et sécurisation de la data, ça aussi, ça fait partie de ce contexte qui vient bouleverser la façon de travailler des cabinets et les missions que les cabinets vont proposer aux organisations. Tout ça, donc, a des effets, mutation de l'organisation et du business model, parce qu'en effet, on ne va plus travailler comme avant, même si il y avait déjà, bien sûr, tout un tas d'outils technologiques. On n'est pas passé de l'ombre du noir à la lumière, évidemment pas. Il y avait déjà énormément d'outils. Mais là, c'est une accélération, on le sent bien. La technologie va très, très vite. Euh, Par ailleurs, donc, eh bien, ça modifie les façons de travailler et on gagne du temps sur des missions qui étaient plus basiques, de saisie comptable, de rapprochement bancaire, ce genre de choses qui étaient purement comptables. Et ce temps dégagé, qui était finalement euh, pas ce qu'il y avait de plus forcément de plus passionnant, eh bien, permet justement de proposer des missions avec une plus forte valeur ajoutée et avec un nouvel accompagnement, parce que le temps gagné permet de faire autre chose. Donc là, véritablement, on a des missions plus panoramiques qui prennent appui, bien sûr, toujours sur le respect de la réglementation fiscale, comptable et sociale, parce que c'est la base, mais ensuite qui vont se développer vers un accompagnement au pilotage. Et donc, avec une évolution des métiers, parce que si on veut proposer de nouvelles missions, il faut que les cabinets soient armés avec de nouveaux talents et de nouvelles compétences. Et donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça souvent qui est méconnu et qui fait que très souvent, on peut avoir par ailleurs parce qu'on a pu lire parfois dans certains articles que l'intelligence artificielle allait faire disparaître certains métiers ou allait faire disparaître les cabinets. Ça, c'est totalement faux. C'est 1000 fois faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ça va modifier la façon de travailler et que ça va faire évoluer certaines tâches. Voilà. Ça, c'est évident. Oui, tout à fait. Donc, il y a des tâches qui vont disparaître, mais pas des métiers. Les métiers, ils restent, ils se transforment, mais les tâches, elles, peuvent être amenées, en effet, certaines tâches peuvent être amenées à disparaître. Mais encore une fois, ce sont des tâches qui étaient à faible valeur ajoutée et qui vont permettre d'évoluer vers des missions à plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est au contraire positif. Et comme je l'évoquais, le recrutement montre bien, la dynamique du recrutement montre bien la dynamique du secteur. Alors, les atouts. Les atouts, il y en a tout un tas que j'ai regroupés ici pêle-mêle et que je vais reprendre un à un. Alors d'abord, sur la digitalisation, je crois que je l'ai déjà bien évoqué. Effectivement, on a des plateformes d'échange de données. Hein, donc, tout ça devient des échanges de flux, du contrôle de flux et effectivement de la maîtrise de nouveaux outils
Donc, le modèle économique des cabinets est en mutation et reconfigure, c'est pas va reconfigurer, c'est déjà fait, et reconfigure totalement les missions proposées aux clients. Après, il y a le sens et l'utilité, c'est un deuxième atout. En effet, travailler en cabinet, c'est avoir un métier qui a du sens et une utilité économique, puisque on aide et on accompagne les organisations dans le pilotage de toutes les phases de leur développement. On est au cœur de l'économie, bien au-delà de la mission comptable. La compta, et j'aurai l'occasion là aussi d'y revenir, la comptabilité, parce que souvent ça reste le mot-clé, je dirais. On fait des études de compta, on le dit comme ça, c'est rapide et tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Mais en fait, je ne suis pas si sûre. Parce que d'abord, la comptabilité, c'est une ou deux maximum UE sur 12, 13 UE qu'on peut avoir par exemple, si on prépare un DCGL3, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, c'est une facette parmi d'autres dans la filière d'expertise comptable. Et la comptabilité, c'est véritablement, ça n'est plus une fin, c'est un moyen. C'est un moyen à partir duquel on va mener des diagnostics pour proposer des solutions. On va s'adosser à des chiffres. Et ça, c'est la compta. C'est le langage comptable. C'est un langage, je dirais, que tout le monde comprend, enfin, que certaines parties prenantes comprennent et qui permet, comme le ferait un médecin avec des analyses de sang, va permettre de voir là où ça pêche, là où on peut au contraire trouver peut-être matière à développer davantage. Enfin bref, et ces documents comptables sont véritablement un moyen de mener ces diagnostics et de proposer des missions. Donc c'est vraiment, la comptabilité n'est plus une fin, c'est un moyen. Voilà, on peut résumer ainsi. Donc sens et utilité. Ensuite, variété des missions, évidemment. Pas de monotonie, pas le temps de s'ennuyer au quotidien, puisque, les missions sont en train de changer, comme je l'indiquais, et sont à forte valeur ajoutée. Et puis, chaque client est différent. À chaque client, sa problématique. Donc, dans la journée, quand on passe d'un dossier à un autre, on passe d'une problématique à une autre. Et donc, dans la journée, on peut être à la fois sur, je ne sais pas, un artisan, une petite TPE, et puis après passer à une start-up qu'on a dans son portefeuille client, etc., une association. Voilà. Donc, dans la journée, on va passer d'un client à un autre parmi les clients qu'on a dans son portefeuille et donc à de nouvelles problématiques. Donc, on ne fait jamais la même chose sur deux clients et c'est ça qui est intéressant aussi. L'évolution, autre atout. En effet, on peut évoluer très rapidement en cabinet et d'autant plus maintenant parce qu'en ce moment, justement, quand on entre en cabinet, comme les cabinets sont en train de bouger, ben, on bouge en même temps que le cabinet et de nouvelles choses peuvent se présenter. Donc, ce qui est important, c'est de monter dans le train et après, le train avance et on avance avec ce train. Et ça, il y a du coup des possibilités d'évolution, de changement, même pourquoi pas de direction, parce que finalement, on a envie de prendre en charge des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, on peut être entré en cabinet pour faire quelque chose et puis finalement faire autre chose. Et on est formé pour cela parce que les cabinets sont des structures qui forment énormément leurs collaborateurs. Il y a énormément de formation continue, de formation professionnelle. Les cabinets sont de gros consommateurs de formation pour leurs collaborateurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ça offre des perspectives prometteuses aux jeunes diplômés qui intègrent des cabinets. Et cela, où véritablement, je dirais, c'est vraiment le gros atout, c'est quel que soit le niveau de diplôme. Et ça, c'est assez remarquable. Et je vais y revenir quand je vais parler justement de ces spécificités remarquables de la filière. Esprit d'équipe, autre atout, parce que en effet, dans les cabinets, on travaille en équipe et on va le voir, on travaille aussi parfois en solo. Donc, il y a un peu un mix. Donc, non seulement on mixe les missions en tant que telles, elles sont différentes d'un client à un autre, les problématiques sont différentes, les diagnostics sont différents, les solutions que l'on est amené à proposer sont différentes. Mais en plus, on varie, je dirais, la partition n'est pas toujours la même. Et effectivement, la collaboration entre plusieurs métiers est primordiale. Donc, on pourra avoir en effet des experts de la gestion, mais aussi du droit social, du marketing digital, de la communication, de la data, de la RSE. Là encore, j'ai mis des exemples, mais ce n'est pas exhaustif. La RSE, donc, responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire tout ce qui va être sociétal et environnemental en réalité.
et qui amène les entreprises aussi à changer, à muter et donc elles ont besoin d'être épaulées et d'être accompagnées. Donc tout ça se fait, en cabinet, en équipe parce qu'on ne peut pas tout savoir, hein. Donc on est en équipe pour essayer d'élaborer des solutions, collectivement et c'est donc la complémentarité de tous ces collaborateurs qui va permettre au cabinet de proposer cette réelle valeur ajoutée aux clients. Mais c'est aussi l'autonomie parce que, on a son portefeuille client et on est appelé à devenir autonome, responsable et expert sur les dossiers que l'on a dans son portefeuille client. L'employabilité, je l'ai déjà évoqué, en introduction, mais en effet, ce secteur ne connaît pas la crise et surtout ces recrutements dont je parlais, et bien 30 concernent des jeunes diplômés, donc c'est énorme, 30 de 26 000 en gros, hein, en 2023 par exemple. Alors, les différents métiers, en cabinet d'expertise comptable, hein, eh bien, plusieurs choses à dire d'abord, évidemment, en premier lieu, on trouve les métiers que je dirais traditionnels. Les métiers que l'on appelle traditionnels, c'est-à-dire les métiers qu'il y avait hier et qu'il y aura encore demain, et que l'on trouve donc aujourd'hui. Alors, gestionnaire de paye, par exemple, parce que en effet, les entreprises, surtout les plus modestes d'entre elles, les organisations, devrais-je dire, hein, les plus modestes d'entre elles n'ont pas de service de paye, n'ont pas de service, RH, et donc font appel à leur cabinet d'expertise comptable pour, s'occuper de la paye de leurs salariés. Donc c'est un métier à part parce que c'est complexe. Il faut faire des veilles, très scrupuleuses, hein, parce que de toute façon, dès qu'il s'agit de réglementation, la veille est vraiment, très scrupuleuse à faire. Mais c'est surtout que c'est assez, dense aussi et donc il faut quelqu'un de spécialiste et dans les cabinets, on a, voilà, le gestionnaire de paye qui va s'occuper de ça. Et à côté de cela, d'ailleurs, on a le responsable du pôle social. Parce que, en effet, et là encore, pour ces entreprises, ces organisations plus modestes, eh bien, ces organisations font appel à l'expert comptable et au cabinet d'expertise comptable pour les aider en matière sociale. Qu'il s'agisse du recrutement, qu'il s'agisse parfois, bien sûr, d'un licenciement, qu'il s'agisse des déclarations sociales, évidemment, et autres aspect réglementaire qu'a toute organisation, eh bien, donc on a ici le responsable du pôle social qui travaille évidemment en lien avec le gestionnaire de paie et avec le responsable aussi du pôle juridique, forcément. Parce que là, c'est l'aspect juridique des organisations où là, on va donc trouver un service plus juridique. On va trouver bien sûr le collaborateur comptable parce qu'il est toujours là, le collaborateur comptable. Même si on a de l'intelligence artificielle, même si on a des plateformes avec des échanges de flux, il n'en reste pas moins un d'abord qu'il faudra toujours vérifier. Alors vérifier, c'est pas refaire, mais il faudra donc toujours l'œil aguerri du collaborateur comptable ou du directeur de mission, hein, puisqu'on évolue vers ensuite directeur de mission, pour vérifier ce qui a été fait et s'assurer qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, de toute façon, il faudra toujours faire les diagnostics à partir de tous ces flux, de toutes ces données. Donc, bien entendu, on trouve le collaborateur comptable et le directeur de mission qui est juste après. Et puis, bien sûr, l'expert comptable à la tête du cabinet, un ou plusieurs. Donc ça, ce sont les métiers traditionnels vers lesquels on va en utilisant la filière de l'expertise comptable, par exemple. Mais à côté de cela, il y a toutes les, tous les nouveaux métiers qui sont en lien avec les nouvelles missions. Et là, nous ne sommes pas dans la filière de l'expertise comptable. Alors évidemment, je ne peux pas présenter les filières de tous ces métiers-là. Naturellement pas, parce que là, on n'en finirait pas, on en aurait pour des heures, hein. Mais en réalité, et c'est là souvent qu'on ne le sait pas, c'est qu'on peut faire du marketing et de la communication en cabinet. Parce que les cabinets ont besoin de communiquer sur tout cela. Ils sont en train de muter, ils ont besoin de vendre leur mission, ils ont besoin de faire la promotion de ce qu'ils savent faire auprès des organisations. Donc, ils ont besoin de spécialistes en marketing et en communication. Ils ont besoin aussi, bien sûr, de spécialistes en matière de RSE et de durabilité. Parce que, en effet, s'agissant de cette performance extra-financière, là, avec cette directive dont je parlais au début, ça va quand même assez vite. Et tout le monde n'est pas prêt encore. Et la directive a été transposée en droit français, alors même que
voilà, tout n'est pas complètement prêt. Donc là, il y a aussi quelque chose à faire et les cabinets d'expertise comptable recrutent énormément ceux qui, aujourd'hui, prendraient, des options ou des diplômes, qui sont, dans ce secteur-là, parce qu'ils en ont besoin, comme je l'ai dit, pour accompagner les organisations. Il y a aussi, par exemple, la gestion de patrimoine et notamment la gé la les conseils, aux dirigeants, qui transmettent, leur entreprise ou qui vendent leur entreprise pour partir à la retraite, par exemple. Donc là, il y a tout un tas de missions de conseil, d'évaluation d'entreprise, puis de cession d'entreprise ou de transmission au sein de la famille, puis, de placement ou que sais-je pour la 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 phase de retraite du chef d'entreprise, par exemple. DAF externalisé, DAF, c'est directeur administratif et financier. Là, c'est comme je le disais tout à l'heure pour les RH, les ressources humaines, et ben, c'est vrai que, dans les entreprises, dans les organisations qui ne sont pas très, très grandes, elles n'ont pas les moyens d'avoir, en effet, un service comptable et financier et un service RH. D'où l'idée d'externalisation, hein, c'est une grande tendance et donc il y a des cabinets qui se spécialisent dans l'externalisation de ce type de service finalement et ils sont le service externalisé de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant et puis tout ce qui est lié à la data. Donc en effet, il faut contrôler la data, il faut la sécuriser, il faut l'exploiter, il faut la transmettre. Tout ça, c'est un métier, beaucoup plus qui n'a rien à voir avec la filière de l'expertise comptable, mais qui en même temps est totalement fait partie totalement intégrante des cabinets. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est méconnu et c'est vraiment ça que nous souhaitons, montrer, aujourd'hui, Camille et moi-même. Alors, comment rejoindre un cabinet d'expertise comptable? Donc, je le disais, c'est une filière avec des spécificités remarquables. Parce que d'abord, on est sur des programmes panoramiques. Là, je parle de la filière d'expertise comptable, je ne parle pas des filières qui mènent aux métiers nouveaux, hein, qui sont RSE, marketing, communication, ça c'est là, je parle de la filière de l'expertise comptable, c'est-à-dire qui vont permettre, enfin tous les diplômes qui vont permettre de travailler en cabinet, mais des métiers traditionnels, hein. Donc, cette filière de l'expertise comptable, elle a des programmes totalement panoramiques qui couvrent l'ensemble de l'organisation et de la gestion de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. On voit vraiment tout un tas de choses, hein, du management, de la finance, des systèmes d'information, de la compta, évidemment, du droit et toutes sortes de droit fiscal, de droit social, de droit des affaires. Enfin, voilà, donc c'est vraiment panoramique, du management, je l'ai dit, je crois. Donc, tout à fait panoramique. Ensuite, on peut reprendre ses études tout en travaillant. Parce qu'en effet, là, on peut suivre à la carte et à son rythme. On peut très bien commencer en formation initiale, on est étudiant, et puis finalement on s'arrête pour tout un tas de raisons, peu importe. On trouve un travail en cabinet et on peut décider après de reprendre la filière, mais tout en continuant à travailler en cabinet parce qu'il y a tout un tas de possibilités. Toutes les filières ne sont pas comme ça. Il y a des emplois à tous les niveaux, de bac plus 3 à bac plus 5, incontestablement, et ça aussi c'est intéressant. On commence médecine, si on arrête médecine au milieu, on n'est ni kiné, ni infirmière, ni voilà, on n'a rien. Là, c'est différent. On arrête la filière au milieu, ben, on a des métiers parce qu'en effet, on n'est pas obligé d'aller au bout, pas du tout. Il y a donc une pluralité de parcours à choisir en fonction de son profil étudiant aussi. Parce qu'on va le voir, il y a tout. Il n'y a pas que l'université. Il y a l'université, mais il y a des écoles, il y a des IUT, il y a des lycées post-bac. Voilà, donc il y a tout un tas aussi de structures d'accueil, si j'ose dire, hein, d'établissements qui dispensent et qui proposent la filière de l'expertise comptable. Et donc, selon son profil d'étudiant, il n'y en a pas une qui est mieux ou moins bien, c'est pas du tout ça. Elles sont différentes et elles permettent de s'adapter à son profil étudiant. Et ça aussi, c'est un atout. Avec, bien sûr, un système de passerelle entrante. En effet, il peut y avoir certaines dispenses d'UE dans certains cas. Alors là, schématiser la filière, c'est extrêmement difficile, hein. Mais enfin, comme son nom l'indique, c'est un schéma. Donc, quand c'est un schéma, ça schématise. Et quand ça schématise, ça réduit beaucoup. Mais il faut bien essayer de la décrire. Donc, on part du bac. Il y a le BTS, bien sûr, compta gestion, naturellement, en bac plus 2, mais pour lequel on recommande évidemment de rejoindre une EL3 afin d'être diplômé de licence, hein. Pour entrer en cabinet, c'est mieux. Et là, on peut bien sûr éventuellement rejoindre un BUT-GEA, par exemple, pardon, mais le parcours GC2F, hein, gestion comptable, fiscale et financière, qui est le parcours dédié pour les métiers en cabinet, qui a d'ailleurs été, je dirais, constitué, conçu en collaboration avec l'Ordre des experts comptables, hein, donc c'est vraiment le parcours dédié.
On peut bien sûr aussi rejoindre, on n'est pas obligé d'aller en cabinet après ce parcours-là, mais c'est vrai il est particulièrement dédié à cela. On peut bien sûr aller à l'Intech. L'Intech, c'est le CNAM, hein, Intech CNAM, hein, pour faire le DCG spécifique à l'Intech, qui s'appelle le DGC. On peut aller en école privée supérieure, type école de commerce. Et puis, bien entendu, on a les classes préparatoires au DCG, en lycée post-bac notamment, mais qu'on trouve aussi dans des écoles, dans d'autres établissements, dans des écoles privées. Donc, vous voyez, il y a donc une pluralité, je dirais, de structures d'accueil et de diplômes. Parce que vous avez le DCG, mais vous avez aussi des écoles qui préparent au DCG, sachant que le DCG, c'est un diplôme d'État, donc tout le monde passe la même épreuve le même jour, où qu'il soit en France. Et donc, ce sont des écoles qui préparent au diplôme de la même manière qu'il y a les classes préparatoires en lycée post-bac, par exemple, qui préparent au DCG, qui a donc le grade licence, avec le BUT-GEA. Même chose, il y a en plus des dispenses d'UE qui peuvent permettre de rejoindre le DCG si on a envie. La licence CCA, ça c'est intéressant, c'est éco-gestion avec une option licence en troisième année. Voilà, donc ça c'est donc le niveau licence. On peut ensuite s'insérer en cabinet. Ou alors on continue grade master. Donc là, on a les classes préparatoires au DSCG, par exemple en IAE, mais également en école privée supérieure. On peut bien sûr suivre le DSCG spécifique de l'Intecnam, qui est le DSGC. On peut ensuite également faire un master CCA en université. Donc là, on a le grade master et si on veut aller au bout, eh bien ensuite, il y a le diplôme d'expertise comptable après 3 ans de pratique professionnelle. Alors donc, comme je l'indiquais, à côté de tous ces diplômes nationaux, hein, DCG, DSCG, master CCA, BUT, GEA, il coexiste des titres aussi, hein, de niveau bac+3, bac+5, qui peuvent également conduire au métier en cabinet. Il faut bien les choisir avec attention, hein. Et puis, je l'ai dit, il y a des diplômes. Le master CCA, par exemple, procure 5 UE, 5 dispenses d'UE du DSCG, hein. Le BUT-GEA en dispense 9 sur le 9 dispenses d'UE du DCG, lui. Donc voilà, ça peut permettre aussi d'aller de l'un à l'autre. Donc, selon le métier, vous retrouverez de toute façon toutes ces informations. Mais voilà, très rapidement et schématisé, le responsable social, ça va être plutôt un bac+5. Le gestionnaire de paie, il y aura du bac+3. On peut même trouver des titres spécifiques en bac+2. L'expert comptable, par exemple, c'est bac+5 et les 3 ans de pratique professionnelle. Ça, je suis bien sûr sur les métiers traditionnels. Bien sûr, l'alternance, hein, plus de 5000 alternants dans le secteur, c'est énorme, hein, avec une grande chance d'obtenir un CDI. Sur l'échelle des rémunérations, eh bien, très rapidement ici, donc ce sont de très, très grandes fourchettes parce qu'en réalité, et c'est ça qu'il faut retenir surtout, c'est que, la rémunération va varier en fonction de la localisation géographique. Un cabinet dans une grande, ville, ne propose pas les mêmes salaires qu'un cabinet dans une ville plus modeste. Ça va dépendre du nombre d'années d'expérience, bien sûr. Cela va de soi. Ça va dépendre du niveau de qualification, ça va dépendre du type de mission que fait le cabinet. Donc c'est très difficile de donner une échelle de rémunération et ça va dépendre aussi de la taille du cabinet. Plus le cabinet est important, plus les missions sont très variées et plus, l'échelle, enfin le curseur est sur l'échelle haute. Donc voilà, ça c'était pour la présentation, du secteur et des métiers et maintenant je laisse, Camille, intervenir sur la communication. Merci Dominique. Alors du coup, sur la communication autour de la filière. Alors c'est la première fois en fait depuis très longtemps que l'Ordre lance une campagne de communication, mais vraiment à destination des collaborateurs en cabinet. C'est vrai qu'on a beaucoup valorisé l'expert comptable, sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que la pénurie ne se situe pas sur le métier d'expert comptable, elle se situe plutôt au niveau des collaborateurs. Donc l'idée, c'était aussi de les valoriser et de dire que le cabinet, ce n'est pas que des experts comptables et des collaborateurs comptables, il y a aussi plein d'autres métiers. Donc ça, c'était le premier message important qu'on a souhaité faire passer. Donc cette campagne de communication, elle est aussi là pour dire qu'il y a énormément de métiers en cabinet. Le vrai concept qu'on a choisi, vous allez le voir, slide suivante, c'est vraiment de montrer la diversité des métiers et de dire effectivement, comme le dit Dominique, tiens, pardon, Dom, reviens juste Oui. avant.
qu'il n'y a pas que de la compta, on fait aussi du marketing, des systèmes d'information, de la data. Enfin voilà, il y a énormément d'autres métiers où on passe pas forcément par le cursus de l'expertise comptable, mais on recherche aussi des talents qui penseraient pas forcément aller finalement travailler en cabinet. Donc c'est vraiment important de le marteler. Parce que d'une certaine manière, il y a beaucoup de talents qui préfèrent aujourd'hui aller en entreprise et qui n'ont pas vu les atouts et la variété de missions qu'on peut trouver en cabinet. Donc, c'est vraiment ça le message qu'on souhaite faire passer. D'autant que, comme le disait Dominique, on est vraiment dans une transformation du secteur avec l'arrivée de nouveaux métiers et de nouvelles missions qui tirent aussi finalement les cabinets, qui doivent aussi se réinventer. On est beaucoup moins dans des choses, on est beaucoup dans des missions à plus forte valeur ajoutée. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va permettre de libérer du temps pour aller sur d'autres missions et faire des nouvelles choses. Cette campagne de communication, en fait, c'est une campagne de communication multicanal à destination des jeunes. Donc, la cible est assez large. On est sur du pré, post, jeunes diplômés, mais on va essayer aussi d'aller toucher tout ce qui est reconversion professionnelle et les prescripteurs. Toute la campagne, en fait, est autour d'une plateforme d'atterrissage qui s'appelle rejoindlesexperts.fr. Je vais vous en parler un peu plus bas, mais c'est vraiment le centre du dispositif. L'idée, en fait, de ce site, c'est d'avoir un site de référence qui va présenter tous les atouts de la filière, tous les métiers par typologie. Donc, on aura une entrée lycéen, une entrée étudiant, une entrée jeune diplômé, une entrée dédiée aux professeurs et une entrée dédiée aux reconversions, avec évidemment des contenus et des messages qui vont être adaptés en fonction des besoins et des objectifs. Concernant la campagne, donc on est vraiment sur une campagne qui va durer sur 1 an, avec des grands temps forts, à peu près tous les 2 mois, où là, on aura effectivement un mix média, comme on l'appelle. On sera à la fois, on va faire du sponsoring TV, on aura de la VOL, on sera sur du gaming, on aura de l'affichage, du digital, des réseaux sociaux. Donc, vraiment une campagne 360. Voilà. Avec des vagues, effectivement, qui vont s'adapter en fonction des choix d'orientation scolaire et professionnelle. Sachant que voilà, la campagne là, a débuté le 4 janvier, donc on a déjà lancé le sponsoring télé, la VOL et les réseaux sociaux, et qu'il y a une autre vague qui est prévue à partir de mars. Dom, je veux bien que... Donc voilà, juste pour que vous sachiez, parce que malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous diffuser le spot de campagne qui ne fonctionne pas, mais juste pour que vous sachiez, en fait, ce nouveau concept « Illimitez-vous », l'idée, c'est de dire qu'en cabinet, il y a de nombreuses perspectives de carrière, en fait, et que finalement, les jeunes ne doivent pas se fixer de limites. Nous, ce qu'on a envie de marteler comme message, c'est de dire qu'en cabinet, tout est possible et qu'il y a une grande variété de métiers, de missions. Et notre grande force, finalement, si on devait se comparer par rapport aux entreprises, c'est qu'on a une multitude de clients. Donc, il y a plus de 4 millions de clients des experts comptables. Donc, on est sur des artisans, des associations, des restaurateurs. Donc, vraiment des clients très différents qui fait qu'en fait, il n'y a jamais de lassitude puisqu'on ne travaille jamais sur le même client et que les missions et les problématiques vont à chaque fois changer. Donc, il y a quelque chose de vraiment... il y a une vraie ouverture et une curiosité. On n'est pas monotage comme on pourrait l'être dans une entreprise. Dame, je veux bien que... Donc voilà, là, c'est le spot publicitaire que nous avons lancé. On vous enverra le lien et vous pourrez la regarder. Elle est diffusée, du coup, elle a été diffusée tout le mois de janvier sur différents réseaux. Donc voilà, vous aurez le lien, je ne peux pas vous la montrer. Et alors, du coup, voilà, je vous reparlais de ce site Rejoins les experts, qui est un site dédié aux présentations des métiers. Il y a un espace qui a été travaillé pour vraiment les professeurs pour pouvoir aider, accompagner les élèves sur les métiers en cabinet. Donc, vous avez une présentation des métiers en cabinet, vous avez une explication des diplômes, des équivalences, des atouts des cabinets. Vraiment, c'est un espace qui vous est dédié où vous pouvez télécharger aussi beaucoup d'outils et qui vous permettent d'avoir les éléments de langage pour expliquer aux étudiants et aux jeunes qui souhaitent s'orienter vers cette filière quels sont les atouts et les avantages.
Voilà, Dom, je te laisse reprendre la main. Oui, oui. Alors, de toute façon, vous aurez la présentation qui vous permet d'avoir un mail pour des questions, un QR code qui vous renvoie sur ce fameux site Rejoins les experts, où là aussi on trouve le spot d'ailleurs, Mm. et donc qui vous permettra de retrouver aussi toutes ces informations naturellement. Ouais. Et Je, oui, je profite peut-être aussi pour dire qu'on sera présent au Salon de l'étudiant ce week-end. tout à Vendredi, fait. samedi, dimanche, voilà, on aura un stand du coup aux couleurs de notre nouvelle charte. Donc, si certains sont disponibles et souhaitent venir, eh ben, on sera là pour répondre à vos questions. Voilà. Donc nous en avons terminé avec notre présentation et nous sommes toutes prêtes pour vos questions. Merci Dominique, merci Camille pour votre présentation et votre intervention. Alors, oui, effectivement, on a bel et bien quelques questions. Alors, peut-être la première, donc j'ai une personne du réseau d'information jeunesse, je suis en train de chercher voilà, Tiffany, qui nous demande, puisqu'on était dans le domaine des salons, là sur cette fin de présentation, est-ce que l'Ordre des experts comptables intervient sur des événements et serait susceptible d'intervenir sur des événements organisés par le réseau Information Jeunesse, comme des forums, voilà, par exemple. Ça serait Est-ce que ce possible, non? sera, c'est une Oui, possibilité? Très alors, bien. alors ce qu'il faut bien aussi peut-être préciser, c'est que il y a l'ordre au niveau national, hein, et l'ordre national des experts comptables a ses relais en région. Mhm. Il y a un ordre régional des experts comptables dans chacune des régions de France. Cela signifie que sur certains événements, bien sûr, c'est l'ordre national qui peut intervenir, hein, et notamment, par exemple, ce fameux salon de la semaine prochaine. Hein. Mais il y a aussi plein d'événements, bien sûr, en région, où ce sont les ordres régionaux. Mais là, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, Camille, à Mm. éventuellement nous écrire pour avoir le relais et le contact. Tout à fait, du gros en région. Et Très on bien. peut bien sûr mettre en contact et faire des événements. Au contraire, les conseils régionaux sont très demandeurs aussi. Hein. Et voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, une question aussi qui se pose par rapport au fait de rejoindre la filière et par rapport au cursus hein, suivi par les jeunes. Est-ce que les maths sont importants? Est-ce qu'il faut suivre une option maths pour rejoindre la filière de l'expertise comptable? Voilà. C'est une question Une option fréquente. ou une Oui. spécialité, parce que c'est vrai que ce sont deux choses différentes. La spécialité, l'option, voilà. On va dire Oui. globalement quelle est la place des maths dans finalement pour rejoindre cette filière et dans la sélection pour rejoindre ce domaine et ces métiers. Alors, c'est vrai que c'est une question fréquente et bien légitime. Alors non, il n'est pas nécessaire il n'y a pas de spécialité requise pour entrer, pour s'inscrire dans les différents diplômes que j'ai cités. Euh, Il faut, en général, ce qui est requis, c'est d'avoir des maths. Oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir été déconnecté des chiffres. Hein. Parce que la comptabilité requiert de jongler un peu avec des chiffres. Mais après, c'est des opérations assez basiques. Hein. On fait pas de. Il y a rien de très compliqué. Donc, il n'y a pas besoin d'être un matheux. Mais il ne faut pas avoir été déconnecté des maths. Parce que oui, il y a des calculs, il y a des formules, voilà. Hein. Donc, et puis, il faut aimer les chiffres. Voilà, donc à défaut d'être un crack en maths, il faut au moins aimer les chiffres. Si on est allergique aux chiffres, c'est ennuyeux. Parce qu'il faut aimer jongler avec, il faut aimer les interpréter, il faut aimer bâtir des documents, des tableaux de gestion qui vont aider à y voir plus clair sur tel ou tel aspect de la vie de l'organisation. Donc, c'est bien sûr, il faut aimer les chiffres. Mais pour entrer dans ces différents diplômes, euh, la spécialité scientifique, je dirais, n'est pas requise en tant que telle. En revanche, il faut être bon partout. Il faut avoir un bon profil généraliste, en fait. C'est ça. Et ne pas avoir été déconnecté des maths. Après, on a le profil, si on a fait une spécialité scientifique, enfin maths, c'est très bien, mais ça n'est pas requis en tant que tel.
Mais en revanche, oui, avoir fait des maths, donc l'option maths, oui. C'est un plus, donc je retiens. Oui, Mais voilà, il ne Mais faut pas pas être obligatoire. réfractaire aux chiffres, mais en tout cas, c'est pas une obligation. Voilà, c'est ce que je retiens. Ok. Alors justement, dans ce prolongement, il y a l'un de nos participants qui est certainement dans le métier, puisque il nous précise que lui, dans son idée en tout cas, les connaissances informatiques feront la différence, contrairement aux connaissances mathématiques. Alors c'est vrai que c'est dans le prolongement de ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la data, effectivement, qui affecte, qui a des conséquences en tout cas sur tous les métiers, quoi qu'il en soit. Mm. bien sûr, hein. Alors, je suis tout à fait, je rejoins bien sûr cette analyse. Mais les maths resteront quand même importants. Enfin, les maths, c'est pas les maths. Le goût des chiffres, je devrais plutôt dire, c'est ce qui a rien à voir. Enfin, ce qui a rien à voir, c'est un peu lié, mais de façon accessoire. Le goût des chiffres reste quand même prédominant parce que il faut savoir, même si tout ça est fait, je dirais, est généré par des flux d'informations et qui génèrent automatiquement un certain nombre de choses, hein, de tableaux, de documents, etc. Il est très important de savoir comment ça a été et comment c'est élaboré intellectuellement, j'entends, parce que sinon on peut pas les interpréter. Donc ça reste malgré tout ce goût du chiffre et savoir ensuite ce qu'on va imaginer comme outil de gestion, comme tableau de bord pour voir tel aspect de l'organisation et faire une analyse ciblée. Il faut savoir comment on le fait, même si après c'est généré automatiquement. Donc ça me semble important en termes de process intellectuel. Mais en revanche, et bien sûr, la connaissance de la data, la maîtrise des outils, oui, bien sûr. Mais c'est aussi des choses, il ne faut pas que ça rebute non plus ceux qui souhaitent entrer dans la filière ou en cabinet, qui sont déjà bien avancés dans leur parcours. Il ne faut pas que ça les rebute en se disant bah, je n'ai peut-être pas les compétences parce qu'on apprend aussi en marchant. Et une fois qu'on est en cabinet, on est amené à apprendre, à évoluer, à se former, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ça n'est pas du tout rédhibitoire. Mais en revanche, le goût est là aussi, oui, de la data et de tout ce qui tourne autour. Et oui, ça, c'est très important aussi. Je rejoins entièrement cette analyse. Merci Dominique pour ces réponses, ces précisions. Et j'avais une question aussi d'une personne qui s'inscrit probablement dans une reconversion et qui voulait savoir, alors je retrouve le libellé précis de sa question, quelle filière il fallait suivre en fait finalement quand on voulait rejoindre ces métiers, exercer dans ce domaine. Alors, ça dépend de deux choses l'une. Soit on était déjà un peu dans le secteur, mais par exemple, on était en entreprise, on n'était pas en cabinet. Donc là, en l'occurrence, c'est une semi-reconversion, je dirais. On change juste de secteur d'activité, on quitte une entreprise pour laquelle on travaille et on va en cabinet avec tout ce que nous avons indiqué, Camille et moi. Alors là, dans ce cas, très bien, on peut y aller avec les diplômes qu'on a ou avec l'expérience qu'on a. Si on est dans une totale reconversion complète, vraiment la mobilité professionnelle totale, alors là, dans ce cas, il faut d'abord regarder si on a déjà, est-ce qu'on a des diplômes. Si on en a, c'est intéressant de voir parce qu'on est dans un système qui s'appelle le système LMD, licence, master, doctorat, et qui est un système européen et qui fait qu'on peut, il y a la mobilité. On peut bouger d'une filière à une autre à niveau égal, hein. Donc ça c'est important. Donc ça veut dire que si on a déjà des diplômes dans un autre domaine, on peut parfaitement rejoindre la filière. Alors il y a du travail, hein, forcément, mais à niveau équivalent et en candidat libre, hein, ou reprendre depuis le début, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'idée, c'est de soit on va sur le DCG et éventuellement le DSCG. Ce que l'on peut faire par UE, ce sont des diplômes qui peuvent se préparer par UE, donc à la carte. On fait son menu et on le fait à son rythme. C'est-à-dire que pendant un an, si on était vaguement un petit peu quand même dans le champ disciplinaire, on peut peut-être commencer par les UE avec lesquels on est
le moins étranger ou le plus familier dans le meilleur des cas. Et dans ce cas, on en passe peut-être 2 ou 3 la première année et puis on continue comme ça, on en passe 3 autres l'année suivante. On peut aussi aller beaucoup plus vite si on a plus de temps. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on bâtit son rythme et ça, c'est assez prodigieux quand même, parce qu'on ne peut pas faire ça partout et donc on prépare ses UE à la carte parce que c'est un ensemble d'UE, en fait. Alors ça, c'est chouette parce qu'on peut le faire en travaillant. Il y a des tas d'établissements qui proposent des préparations le week-end, le soir. Il y a des chaînes numériques, évidemment, aussi. Voilà, il y a des établissements de toutes sortes qui proposent des choses. Après, il faut bien choisir, hein, mais effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est l'idéal. Voilà. C'est donc, et si on n'a pas de qualification spécifique, hein, pas de diplôme, ah ben, aucun problème. Là, c'est la même chose. On peut démarrer donc, eh bien, un DCG, de la même manière, hein, et puis, passer, les UE. Mais là, alors si on n'était pas du tout dans le champ disciplinaire, là, ce sera un petit peu plus long, mais c'est tout à fait faisable. On peut aussi préparer des titres, hein. Il y a comme je le disais, il y a tout un tas de titres dans des écoles, dans des établissements, qui peuvent mener au cabinet, hein. Merci pour ces précisions. Alors du coup, peut-être pour compléter, on avait une question encore un peu plus précise sur après une école de commerce. euh, Est-ce que vous pourriez nous aiguiller sur quel type de formation on peut faire pour être consultant au cabinet d'expertise après avoir fait une école de commerce? Alors, après avoir fait une école de commerce, on peut très bien, pour devenir collaborateur de haut niveau dans un cabinet, on n'a pas besoin de faire autre chose. Si on est diplômé d'une école de commerce, il y a beaucoup de cabinets qui recherchent ce type de profil. Dans la façon dont j'ai présenté la filière, c'est vrai que je l'ai adossée parce que c'est plus simple de le faire ainsi. C'est de l'adosser sur la filière traditionnelle DCG, DSCG, DEC. Mais encore une fois, vous avez tout un tas de choses en parallèle, je dirais, qui permettent soit de rentrer ensuite dans la filière des CG, des SCG, DEC, soit alors de s'insérer professionnellement sans forcément avoir un diplôme de la filière traditionnelle, justement, de ce squelette, de cette ossature sur laquelle on adosse tout ça. Je dirais, c'est la référence. Mais après, ça gravite autour, hein, comme des satellites, et ça fonctionne également très bien pour entrer en cabinet. Donc, vous pouvez évidemment entrer en cabinet sans récupérer la filière DSCG et avoir le DSCG. Vous pouvez entrer en cabinet, vous postuler en cabinet avec un profil d'école de commerce qui est un profil aussi très recherché dans certains cabinets. Vous pouvez entrer directement. Si maintenant, vous vous dites, bah, pourquoi pas me remettre sur la filière parce que peut-être à terme, pourquoi pas, j'aimerais bien avoir le titre d'expert comptable parce que si je veux devenir consultant, pour répondre précisément à la question, eh bien, si je veux devenir consultant, peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'être consultant et pouvoir, euh, comment dirais-je, faire valoir que je suis diplômée d'expertise comptable. Il y a des consultants il y a des experts comptables qui sont justement ravis de pouvoir faire valoir leur diplôme d'expertise comptable parce qu'il est reconnu, parce qu'il est prestigieux, parce que tout ça. Alors là, en effet, il est intéressant de rejoindre la filière et d'avoir un DSCG. Donc là, de deux choses une, soit l'école de commerce a un diplôme, son diplôme de master, je parle de master, euh, son diplôme de master octroie des dispenses du E du DSCG. Pour le savoir, sur le site de l'Ordre, vous avez un tableau récapitulatif de toutes les écoles, de tous les diplômes d'écoles de commerce. Il y en a une quinzaine tout au plus, actuellement, mais ça bouge en permanence, hein. Et les écoles continuent à déposer des demandes au ministère régulièrement, donc ça va s'enrichir. Et donc, il y a la liste à jour sur le site de l'Ordre, bien sûr, de ces diplômes qui offrent en général 5 UE du DSCG sur 7. Il faut donc repasser la 1 et la 4, qui est la compta et le droit, enfin l'environnement juridique plus généralement. Et si ça n'a pas s'il n'y a pas de dispense, eh bien là, il faut passer toutes les UE. Mais quand on est diplômé d'une école de commerce, si c'est un bon diplôme d'école de commerce, on est normalement armé pour beaucoup des UE et ça ne demande pas. Alors peut-être il y aura pas mal de travail sur la compta et sur l'aspect juridique, parce que ça, parfois dans les diplômes d'école de commerce, d'école supérieure de commerce, il n'y a peut-être pas, il y a pas ces facettes-là, en tout cas pas approfondies de la même manière. Mais en revanche, sur la finance, sur les systèmes d'information, sur le management, là oui. Donc là, il faut repasser les UE.
Merci Dominique pour ces précisions. Du coup, dans le prolongement sur le même sujet, on avait la question de Tsimiliza qui nous demande si le master CCA est équivalent au DSCG et s'il est possible de faire un DEC, il y a beaucoup d'acronymes, après un master CCA et la validation des UE qui restent en candidat libre. Est-ce que Alors, la question tout est à claire, fait. La Dominique? question est Oui, parfaitement claire. Le master très CCA, bien. c'est un master comptabilité, contrôle, audit. C'est un master universitaire, hein. Et ce master universitaire, CCA, est très prisé dans les cabinets, aussi dans l'entreprise d'ailleurs, hein, mais dans les cabinets. Et en effet, il octroie 5 UE du DSCG sur les 7. Il y a donc la 1 et la 4 à passer. Mais le master CCA prépare à la 1 et la 4. Il faut donc en effet s'inscrire aux épreuves du DSCG, c'est pendant l'été, sur le site du SIEC, hein, qui renvoie sur le site Cyclade, pour s'inscrire aux épreuves qui ont lieu en novembre, hein, et ensuite faire valoir bien sûr son master CCA. On peut bien sûr passer la 1 et la 4 avant. Non, je suis en train de dire une bêtise. Donc, on passe la 1 et la 4 avec son master CCA, une fois qu'on a, et on fait valoir son master CCA pour avoir le DSCG. La maison des examens, le SIEC, enregistre donc votre inscription, voit votre master CCA, vous passez ensuite vos 2 UE. Si vous les avez, vous avez le DSCG. Voilà. Mais il faut faire valoir son master CCA au moment où on s'inscrit. Ok, très bien. Bon, bah, je crois que c'est très clair. Merci. Alors, il y avait une question sur la RSE dont on a parlé, dont vous avez parlé plutôt en tout début du webinaire. Est-ce qu'il faut faire une formation complémentaire pour être sur un poste de RSE en cabinet? Alors, oui, je dirais oui et non. D'abord parce que c'est une mission qui est quand même très nouvelle, hein. Alors, il y a RSE et il y a durabilité, ce qui est un peu différent. Je dirais que la RSE est beaucoup plus vaste, hein, et la durabilité, c'est plus ciblé. L'un faisant partie de l'autre, je dirais. Euh, Si on veut parler en grande masse, hein, voilà, si on veut être un peu réducteur. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que dans les cabinets, actuellement, c'est la mutation, c'est la révolution, je dirais. On est en train de s'adapter à ces nouvelles missions. Et donc, en effet, la filière, déjà elle-même, elle n'a pas encore complètement. Elle a bien sûr, elle parle de RSE. Dans la filière, il y a tout un tas d'UE qui parlent de RSE et qui développent naturellement ces points-là. Mais les programmes vont encore changer pour approfondir davantage et s'orienter sur la durabilité. Nous allons y travailler évidemment en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc ça va être en cours. Donc je dirais que dans la filière aujourd'hui, bien sûr, il y a la RSE, c'est une donnée importante du programme et du DCG et du DSCG, mais ça n'est pas naturellement pas une spécialité. Mais vous pouvez entrer en cabinet sur des postes qui sont ouverts et et où il est clairement indiqué que c'est sur cette facette-là qu'il faudra intervenir. Avec, si vous venez de la filière traditionnelle, vous êtes formé. Bien sûr, si vous avez maintenant une option, parce que vous avez fait autre chose, et vous avez une option sur tous ces domaines-là et sur ce champ disciplinaire-là, c'est un atout supplémentaire, parce qu'en effet, je dirais que la filière n'est pas encore complètement prête par rapport à cela. Et très souvent, sur ces métiers-là, on va retrouver soit des collaborateurs qui ont une appétence pour prendre en charge ce type de mission et qui vont partir en formation voilà, en formation professionnelle pour se former. Soit là, on va embaucher des gens qui effectivement peuvent faire valoir peut-être une spécialisation ou une option, en tout cas prise. Mais encore une fois, sur la filière traditionnelle, on est déjà un peu formé à la RSE. Oui. Merci Dominique. Alors, je reviens du coup sur le diplôme CCA, parce qu'il y avait une question complémentaire de Timiliza sur le sujet, et qui précise et qui nous pose la question, savoir si lorsqu'on va sur
une L3 CCA, est-ce qu'il est préférable de faire une alternance ou bien de rester en formation initiale? Alors, c'est l'occasion peut-être de parler de l'alternance sur ces filières de formation-là. Tout à fait. Voilà. Oui, absolument. Alors, l'alternance d'abord en général et en particulier ensuite sur la question précise. Alors, en général, oui, bien sûr. Donc, c'est une filière qui fonctionne bien en alternance. Donc, 5000 alternances, c'est énorme. Ça fonctionne très bien. Alors, évidemment, elle est à conseiller à partir de là, au moins deuxième ou troisième année. Il ne faut pas démarrer en alternance. Enfin, je déconseille de démarrer en alternance. Dans les lycées, enfin dans le DCG, dans les filières publiques, il n'y a pas d'alternance en première année de toute façon. Je crois savoir que dans certains établissements privés, certains proposent alternance dès la première année. Bon, faut réfléchir. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce qu'en première année, on ne sait rien. Et il vaut mieux d'abord se familiariser avec les fondamentaux, avec ce DCG qui est un diplôme exigeant, voilà, pas difficile, pas plus difficile qu'un autre, mais exigeant, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et donc en alternance, on a on a des atouts, mais on a aussi un handicap supplémentaire, c'est qu'on a moins de temps aussi, parce qu'on a le travail en cabinet. Donc il faut avoir tout ça en tête. Donc on a beaucoup d'atouts parce qu'on est déjà dans le cabinet et qu'on apprend plein de choses et donc on apprend plus vite. Mais en même temps, on a voilà, donc c'est à bien mesurer et donc peut-être faut sans doute pas démarrer tout de suite dardard. Voilà, il faut d'abord bien s'installer dans le diplôme et puis ensuite on passe en alternance, ça marche extrêmement bien. Et les alternants que nous avons en cabinet sont en général ravis de cette alternance. Voilà. Après, sur le master CCA, bien entendu, là encore, il y a les deux. Il y a formation initiale et il y a alternance. Les deux sont proposés. Il y a 42, il me semble bien, 42 master CCA en France. Euh, et ils proposent des classes en alternance ou en formation initiale. Il faut voir, il n'y a pas de, il y a pas, il faut, c'est mieux. Il y a pas ça. C'est vraiment en fonction de son profil étudiant. On peut très bien préférer finir en formation initiale. Et puis, après, ça peut. Alors, peut-être un critère qui peut être intéressant si on souhaite aller jusqu'au diplôme d'expertise comptable, qui est le DEC, et ensuite entrer en stage d'expertise comptable. Ouais, il peut être intéressant dans ce cas de pourquoi pas, on peut très bien imaginer finir en formation initiale et puis après faire ses 2 UE manquantes, bien sûr, avoir son DSCG, entrer en stage d'expertise comptable, c'est-à-dire la pratique professionnelle en cabinet pendant 3 ans. Et puis là, on prépare son diplôme d'expertise comptable. Si on souhaite voilà, s'arrêter au master CCA et puis entrer en cabinet ensuite, on peut, oui, pourquoi pas démarrer une alternance, oui, pourquoi pas tout de suite. Enfin, vraiment, il n'y a pas de schéma idéal ou de schéma à recommander. Voilà. C'est un petit peu comme selon son profil et la façon dont on le sent. Voilà. Merci, merci pour ces réponses. Alors du coup, j'avais une question complémentaire par rapport aux 2 UE manquantes Oui. dont on parlait, hein, et dont vous avez parlé. Et du coup, la question se posait, est-ce que les 2 UE se compensent entre elles? Est-ce que les notes des 2 UE peuvent se compenser entre elles Oui, bien sûr, les 2 UE se compensent. Oui, oui, il faut avoir une moyenne de 10. sur les deux? Oui. Très bien. Ok. Bon, bah, parfait. Je pense qu'on a répondu à la question complémentaire sur ce sujet. Alors du coup, euh, alors j'avais une autre question assez précise euh, de Vincent Jean-Marie Soucier, alors qui nous demande si avec un titre pro Bac+2 d'assistant de gestion, est-ce que il ou elle est obligé de faire toutes les UE du DCG ou est-ce que il y a des dispenses? Non, il n'y a pas de dispense. Il n'y a pas de dispense avec les titres. Les Pas dispenses de dispense. en termes du DCG, les seules dispenses qu'il y a, ce sont avec des diplômes nationaux, BTS et BUT. Voilà, et le DCG spécifique de l'Intec CNAM qui s'appelle le DGC. Voilà, ce sont les dispenses du DCG. Avec les titres, il n'y a pas de dispense avec le diplôme DCG.
Bah, c'est très clair, merci. Euh, oui, il y avait une question qui s'était posée du coup tout au début que je vous ai pas encore relayée. Et après, je reprendrai peut-être d'autres questions un peu plus précises. On avait une question sur la data et est-ce que la data pourrait compromettre, alors je lis la question hein, telle qu'elle est énoncée, pourrait compromettre à des missions exercées par l'expert comptable. C'est-à-dire, est-ce que le secteur de la data aura des missions à faire que l'expert ne va plus faire? Alors, bon, là, on est sur le sujet, je pense, de l'impact global de la data sur les Oui, missions et sur les missions concrètes et sur le fait qu'il y ait une disparition de certaines missions. Voilà, en oui, interprétant. Oui. Comme vous, Laurence, c'est ce que je comprends en effet de cette question. Cette question que la data, l'accélération technologique, l'intelligence artificielle euh, va transformer des métiers parce qu'elle va faire disparaître des tâches, mais elle ne va pas faire disparaître des métiers. C'est vraiment, j'insiste sur la différence entre la différence que je fais, qui est absolument fondamentale, entre la mission et la tâche. Il y a des tâches qui vont disparaître et finalement on les regrette pas parce que c'était pas forcément les plus intéressantes, les plus amusantes, les plus galvanisantes, mais et elles font et elles transforment des métiers. Elles vont enrichir des missions. Donc, oui, parce que tout ce qui va être saisi, tout ce qui va être rapprochement, tout ce qui va être établissement de certains documents, comptables, etc., tout ça va être fait automatiquement, je dirais. On va avoir en plus, à compter de 2026, la facture électronique, ce qui fait que cette facture électronique, qui est un document qui aura je dirais des critères imposés réglementairement et qui fait que toutes les données seront immédiatement, quand ce sera transmis, ça rentrera automatiquement dans des cases, dans des documents, voilà. Ça, ce sera de la data. Et ce sera de l'exploitation de la data, de la sécurisation de la data, de la transmission de data. Donc tout ça, oui, bien sûr, ça fait des choses en moins à faire et donc ça a un impact, évidemment, sur les missions que proposent les experts comptables et les cabinets en général. Quand je parle des experts comptables, ce sont les cabinets, hein, bien sûr, mais ce que l'expert comptable va décider de proposer à ses clients. Et, et naturellement, ça va, bien sûr que ça modifie, mais ça a déjà modifié parce que la mutation, elle est en cours. Hein. Ça fait déjà quelques années que ça bouge de partout. Mais c'est justement pour ça qu'il y a ce recrutement important, parce que effectivement, il y a tellement de choses qui changent. Il y a un business model qui change, mais on aura toujours besoin de collaborateurs dans les cabinets. C'est juste qu'ils vont faire des choses différentes. Il y a certaines choses qu'ils ne vont plus faire, d'autres qu'ils vont faire en plus. Voilà. Et ça va muter. Mais encore une fois, le train est en train d'avancer. Donc, soit voilà, on peut monter dans le train pendant qu'il avance et donc on avance avec lui, soit on entrera dans le train un petit peu plus tard parce qu'on va démarrer ses études maintenant. Tout ça n'est pas un problème. Et les études, de toute façon, s'adaptent à cette mutation, évidemment. Merci pour toutes ces réponses. C'était très, très clair et précis. Alors, on a une question on a une question, on va dire, alors dans un registre, dans le registre de l'alternance, d'un de nos participants qui vient en mobilité internationale en France et qui veut faire de l'alternance avec un cabinet et qui se pose la question de savoir s'il a de fortes chances de trouver un cabinet qui propose une forte expérience à ses alternants et auquel, en fait, avec une alternance qui soit accessible avec un bac plus 5. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, il est en Donc, mobilité internationale, donc ça veut dire que c'est un diplôme international. Je comprends je ça. suppose, et un diplôme de niveau bac plus 5. Et donc, il souhaite en France trouver un cabinet qui l'accueille pour une alternance. Et il veut avoir l'assurance, il veut avoir en tout cas être rassuré sur l'idée qu'il a des chances de trouver un cabinet qui propose une forte expérience. Alors, je suppose une expérience de qualité formatrice. C'est ce que je comprends J'entends aussi. ça derrière. Voilà. Euh, voilà. Alors,
je comprends que, alors j'espère que c'est bien ça, donc je comprends ici on se situe sur quelqu'un qui a un diplôme ailleurs, étranger, qui vient en France, son diplôme est niveau bac+5, il vient en France et il veut donc récupérer la filière française de l'expertise comptable, du coup, parce qu'il veut faire une alternance et qu'il veut préparer un diplôme, donc je suppose que c'est un DSCG, bac+5. Et donc, alors, la réponse est oui. De toute façon, il faut d'abord entrer en DSCG, donc il faut déjà se faire accepter en DSCG. Donc, tout dépend du niveau du diplôme étranger. Soit c'est un diplôme européen, et là, on est dans le système européen LMD. Donc, si c'est bien un master, alors dans ce cas, on peut préparer un master. Tout master peut préparer un master, même hors champ disciplinaire. Et donc, soit on prépare les UE à la carte et en candidat libre, soit, pourquoi pas, on essaie de s'inscrire dans un établissement et on prend une alternance. En soi, il n'y a pas d'incompatibilité. Surtout, bien entendu, si c'est dans le champ disciplinaire, évidemment. Hein, j'imagine qu'on est dans le champ disciplinaire. Si on est sur un diplômé à l'international qui est diplômé de biologie, là, évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais on est dans le champ disciplinaire par définition, j'imagine. Soit on est sur un diplôme hors UE. Alors, quand on est sur un diplôme hors UE, il faut faire reconnaître le diplôme, le niveau de son diplôme dans le système français. Et il y a un organisme pour ça qui s'appelle ENIC-NARIC, ENIC-NARIC. ENIC-NARIC. On tape ça dans Google, on tombe dessus. C'est un organisme public qui est là pour donner le niveau d'études d'un diplôme à l'international, d'un diplôme étranger hors UE, et qui permet ensuite, c'est pour ceux qui veulent justement s'inscrire ensuite dans le système, veulent faire des études en France et qui ont des diplômes étrangers. Et c'est voilà, et c'est il faut commencer par ça, parce que il n'y a que ça qui fait foi. On ne peut pas arriver avec un diplôme étranger en disant il est de tel niveau, bac+3, bac+5. Il faut que ce soit ENIC-NARIC qui l'indique. Voilà. Et dans ce cas, alors, pardon, je finis ma réponse. C'est retour au premier cas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le niveau de son diplôme à l'étranger, on peut voir à quel niveau on peut réintégrer la filière. Et à partir de là, oui, l'alternance est possible comme n'importe qui. Mais en fait, quand on fait de l'alternance, on s'inscrit dans une école et on trouve son alternance. Merci Dominique pour ces réponses très précises. Alors, on a une question aussi très précise d'une de nos participantes qui visiblement cherche un stage pour le mois de mai après un L2 en éco-gestion, mention gestion, et elle se posait la question de savoir si elle avait des chances de trouver un stage dans ce cadre, dans un cabinet d'expertise comptable, à votre avis. Alors, ça Il n'y a pas de dépend de la raison. durée du stage. Hein. C'est toujours la même chose. Plus le stage est long, mieux c'est. Et oui, parce que L2, c'est normal, en L2, on sait déjà beaucoup de choses, mais beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Et donc, pour être opérationnel, ça demande du temps et surtout d'être formé au sein du cabinet. Donc, c'est vrai que si c'est pour une courte période, c'est plus compliqué. Et le risque, c'est soit on fait des choses pas très intéressantes parce qu'elles ne nécessitent pas beaucoup de formation, soit alors on trouve son stage sur des missions très intéressantes, mais du coup, il faut que ce soit plus long parce qu'il faut le temps que le cabinet forme et s'y retrouve, si j'ose dire. Hein. Il y a un peu de ça. C'est un investissement, oui. C'est un investissement, voilà. Donc sur une courte période, c'est voilà. Mais après, tout est possible, bien sûr, parce que les cabinets recherchent toujours voilà, des collaborateurs et des stagiaires, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça dépend de la durée du stage. Si c'est 3 semaines, un mois, c'est compliqué. Merci Dominique. Alors, dans un autre registre, nous avons Emma qui se posait la question de savoir si il y avait beaucoup de postes dans le marketing et la communication dans les cabinets. Alors Camille, oui, vas-y. De plus en plus, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est vraiment un métier qui est en train de se développer de plus en plus dans les cabinets parce qu'il faut aussi marketer son offre, communiquer sur son cabinet d'expertise comptable. Donc, c'est vrai que
Je crois qu'on avait vu une étude de l'Omeka, Dominique, où ils expliquaient que c'était le métier qui se développait le plus en cabinet, Au-delà des missions traditionnelles, oui, au-delà des missions traditionnelles, des exactement. métiers traditionnels. Donc oui. Donc oui. Très bien. Merci. Alors, on a fait un bon tour là des questions, mais il en reste encore, je crois, une ou deux. On a l'un de nos participants, Shrebi, en tout cas, c'est son nom, son prénom tel qu'il apparaît, qui nous pose la question de savoir pour avoir un poste de haut calibre, je reprends ces mots, en cabinet, comme directeur de mission, consultant confirmé, peut-on le faire après un master en école de commerce? Ô combien? La réponse est très affirmative. D'accord. Ok. Donc finalement, voilà, on a de fortes chances d'évoluer sur des postes finalement à responsabilité euh, Oui, en étant issu finalement. Euh, alors peut-on le faire avec un master en école de commerce? oui, Oui, donc en étant issu d'un master en école de commerce, sous-entendu, sans avoir passé forcément le DSCG. DCG. C'est ça. Absolument. De toute façon, alors encore une fois, et c'est très important, c'est que si on veut, si un jour on se dit je veux devenir diplômé d'expertise comptable, on est obligé d'avoir le DSCG parce que c'est la seule porte d'entrée pour devenir expert comptable stagiaire. Mais si on ne Mm, souhaite pas devenir diplômé d'expertise comptable, le DSCG n'est pas une fin en soi. Et avec un diplôme d'école supérieure de commerce, on peut naturellement entrer en cabinet et intervenir sur, voilà, et avoir cette trajectoire que cette personne projette de faire, tout à fait, c'est-à-dire consultant, être sur des missions d'aide au pilotage. Oui, bien sûr. Et il y a des cabinets qui recherchent ce type de profil. Donc, pas tous, Donc, mais si je beaucoup de résume, cabinets on peut, recherchent. Oui, pardon, je vous ai coupé. je vous en prie, Laurence. Donc, si je résume, en fait, on peut faire finalement une belle carrière dans les métiers ou dans le domaine de l'expertise comptable sans forcément être expert comptable Ah oui, ou ça sans c'est passer le certain. diplôme. Ça c'est Voilà. certain. Et à tous les niveaux, donc de bac plus 3 à bac plus 5. Euh, et bien sûr, et l'idée, c'est justement d'attirer des nouveaux profils qui ne pensaient pas forcément à venir dans les cabinets, au-delà de cette filière traditionnelle qui nous est chère, mais aussi d'autres profils que les cabinets, certains cabinets recherchent particulièrement, notamment en master, les écoles de commerce, mais d'autres, et au niveau et aussi à bac plus 3. Et donc, c'est à tous les niveaux. Et encore une fois, le DSCG qui est l'objectif, mais uniquement si on veut devenir expert comptable stagiaire et ensuite passer le diplôme d'expertise comptable et devenir expert comptable. Mais on n'est absolument pas obligé d'aller là. Et on peut bien sûr s'arrêter au bac plus 5 et on fait de très belles carrières au sein des cabinets. C'est très clair, merci pour ces précisions. Alors, il y avait une dernière question à laquelle on n'avait pas répondu et elle concernait l'âge. Alors, elle a été posée plutôt en début de webinaire. J'imagine que lorsque vous présentiez euh, tous les niveaux en fait d'études hein, et d'accès en expliquant que quel que soit le niveau de diplôme, on pouvait rejoindre le domaine et la filière de l'expertise comptable. Et donc, du coup, il y a donc l'un de nos participants ce matin qui nous a demandé, OK, pour le niveau diplôme, mais qu'en est-il de l'âge? Alors moi, j'ai envie de dire Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas qu'il n'y a pas d'âge. d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Et alors, alors peut-être est-ce c'est un participant qui a un projet peut-être de mobilité professionnelle, de reconversion. Oui, c'est Je possible. suis souvent appelée pour des reconversions, des projets de reconversion dans le secteur. Et c'est toujours la première question qu'on me pose. On me dit toujours, mais est-ce qu'il y a un âge? Alors, il n'y a pas d'âge. On peut entrer en cabinet à tous les âges. Il y a finalement
j'ai pas mal de demandes en conversion et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres ailleurs qui s'interrogent, enfin, et qui interrogent même dans les ordres régionaux, etc. Donc, ça ne passe pas que par moi, je veux dire. Mais j'ai énormément de questions, en fait, par semaine. J'en ai vraiment pas mal. Donc, il y a manifestement une envie de rejoindre après coup ce secteur. Alors là, je dis bravo, venez, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'âge. Et comme on peut faire en candidat libre et à son rythme, on ne se retrouve pas à l'école avec des gens qui ont 18 ans, si vous voulez. Donc, on peut très bien en avoir 35, 40, et ça c'est pas un problème en soi, puisque on prépare tranquillement, ou alors on prépare en travaillant, et on est sur des établissements qui permettent des cours du soir, et là, on se retrouve avec des gens qui sont exactement comme nous. Donc, voilà, qui sont dans la même situation, qui préparent leurs yeux à la carte de la même manière pour récupérer et essayer de se diplômer sur cette filière pour entrer dans les cabinets. Donc, pas de problème. Non, pas d'âge requis. Pas d'âge requis. Et même sur Ouais, les... bah, je dirais même que finalement, une filière qui offre des opportunités, du coup, à tous, quel que soit l'âge, des plus jeunes aux seniors, Absolument, si je peux me permettre, absolument, si je peux dire. absolument. L'important, c'est d'être agile et voilà, d'être agile et d'être ouvert et curieux. Ce sont les qualités fondamentales. Eh ben merci pour tous ces éléments de réponse. Eh bien, écoutez, je suis en train de faire un petit scan là du fil d'échange. Il semble qu'on ait fait le tour de toutes les questions. Si jamais il en restait encore une, n'hésitez pas à la relayer dès maintenant, enfin plutôt maintenant d'ailleurs, dans le fil. Mais on a eu un, un bel, je dirais, assortiment finalement de questions qui nous a permis d'affiner deux, trois points, deux, trois sujets qui me semblent importants et intéressants. Alors non, il n'y a pas de nouvelles questions. Magnifique. Et voilà, et je crois que j'ai pu répondre à toutes celles qui se sont posées. Euh, voilà. Alors, merci Dominique et merci Camille Merci à vous, pour cette Laurence. Merci à vous. intervention. Mais Et avec merci plaisir. de votre attention et de toutes vos questions, parce que ça Oui, suscite alors des interrogations et ça nous fait très plaisir. Je le sais. absolument. C'est vrai, c'est bien quand c'est comme ça, et quand les questions, voilà, nous permettent d'étayer finalement le webinaire et ça rend l'événement un petit peu plus dynamique. Bah, merci vraiment beaucoup à toutes et à tous. Vraiment, En plus, merci vous vraiment. êtes restés, vous étiez une petite trentaine, hein, et puis vous êtes restés, en tout cas, bien connectés ce matin. Donc, je vous remercie pour votre présence Nous vous sur invitons à aller sur le site Rejoins les ce experts webinaire. où vous retrouvez tout ça, hein. Voilà. Alors, vous aurez bien sûr, comme je l'ai dit en début de Ouais, webinaire, mais certains nous ont rejoints un peu après. Vous aurez la vidéo replay du webinaire et la présentation qui a été projetée. Donc, vous aurez le support, ce qui vous permettra effectivement euh, de récupérer aussi toutes les coordonnées, les sites qui ont été cités. Vous allez recevoir aussi un petit questionnaire de satisfaction pour nous donner votre retour, votre avis sur le webinaire de ce matin. Et ça compte beaucoup pour nous. Donc, voilà, je compte sur vous. Merci par avance de bien vouloir nous le retourner. Voilà. Bah, écoutez, il est 11h03, donc on est parfaitement plus dans le timing. Bah, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Euh, merci et beaucoup, puis, Laurence. Et merci à toutes et tous, hein. Merci beaucoup. Merci à tous. merci. Eh ben, bonne journée à tout le monde et bah, à bientôt pour nos prochains événements. Et voilà, Dominique et Camille, à bientôt. À Bonne bientôt. journée, au Merci beaucoup, revoir. Laurence. À bientôt. Au revoir.